Bien le bonjour. C'est reparti pour mes dernières lectures là, puisque j'ai pas mal lu pour la fin du mois de mars et le début du mois d'avril. Là, j'ai à peu près 5 livres à vous présenter et je me suis dit que c'était un bon nombre de livres pour une vidéo qui serait pas trop longue, même si a priori j'ai du mal à faire des vidéos un peu plus courtes. Voilà, j'essaye de voir ce qui fonctionne le mieux, donc je pense que 5 livres c'est bien pour pouvoir me pencher plus précisément sur chacun. Donc on va commencer tout de suite. Et donc le premier livre que je vais vous présenter, il s'agit de A Tale of Magic de Chris Colfer. C'est dans le même univers que la première série de l'auteur qui s'appelle Le Pays des Contes en français, The Land of Stories en anglais, sauf que ça se passe des années et des années avant The Land of Stories. Donc c'est un préquel qui raconte un petit peu finalement la genèse de ce qui est le monde de The Land of Stories quand on commence l'histoire. Donc c'est la genèse du Conseil des Fées, la genèse des pays des contes comme on les connaît au moment de la première série. Et alors moi j'avais donc lu le Pays des contes il y a quelques années maintenant, que j'avais beaucoup aimé mais que j'avais trouvé peut-être par certains côtés très enfantin. Ce qui est pas du tout Tale of Magic. Il est beaucoup plus mature dans tant son écriture, j'ai trouvé que sur les réflexions qu'il peut avoir et sur les sujets qu'il aborde, j'ai trouvé que pour un livre qui se veut plutôt middle grade, donc plutôt jeunesse pour les Anglais, il est vraiment... on peut le lire à plusieurs âges, avec plusieurs niveaux de lecture, et il apporte vraiment des réflexions très intéressantes. Au début de l'histoire, on est dans un monde où en fait la magie est interdite. Les gens qui pratiquent la magie sont enfermés, voire exécutés, en fonction des lieux où on a le plaisir d'habiter. Et en fait, j'ai trouvé que l'auteur faisait un parallèle, probablement voulu, parce qu'il me semble, si je dis pas de bêtises, que Chris Colfer est lui-même homosexuel, mais il me semblait qu'il faisait un parallèle avec l'homosexualité et le traitement qu'on pouvait en faire d'une part dans certains pays et d'autre part sur l'homophobie collective générale, de dire que c'est un choix, que c'est une façon de vivre, etc. On retrouve pas mal de fois ça qui est dit sur la magie et sur les gens qui pratiquent la magie. Donc j'ai trouvé que le parallèle était très intéressant. Également, la protagoniste principale de l'histoire qui s'appelle Bristol vit dans un royaume où les femmes ont une place vraiment très négligeable. C'est des femmes au foyer qui sont là pour faire des gosses et ça s'arrête là. Elles vont à l'école pour apprendre à être une bonne maîtresse de maison, une bonne mère au foyer. Et ça aussi c'est très critiqué, il y a un aspect très féministe qui est extrêmement intéressant. La personnage principale sait lire alors que pour l'époque dans ce royaume-là c'est pas du tout ni encouragé ni souhaité. Du coup elle se construit au cours de ses lectures avec à un moment donné des livres beaucoup plus engagés qui lui permettent de découvrir de nouvelles choses, etc. Donc c'est des aspects que j'ai vraiment beaucoup apprécié et que j'ai trouvé que voilà, pour un livre jeunesse c'était extrêmement intéressant d'aborder les choses comme ça. L'univers est toujours très agréable, la plume de Chris Colfer est très sympathique également. Cela se lit très bien pour un livre en anglais, voilà, c'est très fluide, il y a un petit peu d'humour. On retrouve voilà, des personnages qu'on avait vus dans le Pays des Contes plus âgés du coup, donc c'est sympa de voir un petit peu d'où ils viennent, comment ils en sont arrivés là, etc. Il y a aussi la genèse de la Reine des Neiges qu'on croise, je crois, dans le deuxième ou le troisième tome du Pays des Contes. Donc c'est aussi intéressant de savoir un petit peu, pareil, comment elle en est arrivée là, qu'est-ce qui s'est passé finalement. Euh, voilà, c'était une très bonne lecture. En plus, l'objet livre est vraiment magnifique. Bon, là, il vous fait des reflets depuis tout à l'heure, mais donc c'est un hardback qui brille. La dust jacket est illustrée. Le hardback en lui-même, si je peux vous montrer, est illustré également. Et donc, il y a une carte au début du livre. Il y a tous les débuts de chapitres qui sont illustrés. Alors, je sais que dans les versions françaises, en général, ils changent les illustrations, parce qu'ils changent les illustrations de couverture, et c'est pas du tout les mêmes caractères design, les mêmes styles graphiques, mais je crois qu'ils gardent tout de même ce côté très illustré. Et voilà, c'est vraiment des objets livres qui sont à chaque fois un bonheur pour les yeux, et en plus dont le propos est extrêmement pertinent, extrêmement intéressant. Donc je ne peux que vous le recommander chaudement, en français ou en anglais, puisque moi je l'ai en anglais parce que je l'ai acheté à Londres en 2019 à sa sortie en VO, hein, mais que depuis il est sorti en français. Les deuxième et troisième tomes sont sortis en VO et en français, donc il était grand temps que je le lise. Et voilà, là vous avez l'embarras du choix pour le commencer. Et en tout cas moi
vais essayer de rattraper mon retard en VO du coup et de me faire les deuxième et troisième tomes parce que vraiment c'est, je trouve, une série qui mérite d'être lue. Voilà. Ensuite, le 25 mars est sortie la saison 2 tant attendue, pour moi en tout cas, des Bridgerton, que j'ai regardé avec le même plaisir que la saison 1. Je trouve que c'était encore une très belle réussite. C'est vraiment une série qui casse pas trois pattes à un canard sur le propos, hein. On est sur une romance dans la période victorienne, etc. Certes, mais c'est coloré, c'est sympa, c'est sexy, les acteurs sont toujours très chouettes. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le choix qu'ils ont fait en termes de distribution, de prendre des acteurs blancs, des acteurs de couleur sans distinction, et en partant du postulat que dans ce monde alternatif là c'était normal, puisque du coup ils expliquent ça dans la saison 1, mais le roi Édouard je crois est tombé amoureux de la reine Victoria qui du coup est noire, et du coup a remis toute la société pour que ça pose pas de problème et qu'elle soit acceptée. Et en fait du coup ça crée des situations où en fait les personnes racisées n'ont n'ont aucune différence avec les personnes blanches. Et en fait, c'est exceptionnel, c'est extraordinaire. La société, ça devrait être comme ça, et qu'on se pose pas la question. Et en fait, ça fait énormément de bien de voir ça dans une série en plus aussi connue. Donc c'était fort sympathique. Et du coup, j'avais pas forcément envie de quitter l'univers tout de suite. Moi, j'avais déjà lu les premiers Bridgerton il y a quelques années, mais je les avais en poche. J'ai lu dans la collection Aventure et Passion, et en fait ils étaient discontinués, et ils étaient plus trouvables à un moment donné, donc, ou alors à des prix astronomiques, donc je l'avais un peu arrêté. Et comme la série est sortie, j'ai lu du coup republié dans les éditions comme ça en intégrale. Du coup, j'ai réacheté les intégrales pour continuer. Donc moi, il me restait sur l'intégrale 3 et 4 le quatrième tome sur Colline à lire. Et d'autant plus, vu la tournure que prend la relation de Colline et Pénélope dans la série, j'avais vraiment très envie de rester avec ces personnages, de rester dans cet univers. Donc j'ai juste fini la saison 2 et embrayé sur le quatrième tome des Bridgerton du coup. C'est un tome que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé que voilà, la relation Colline-Pénélope était très sympa. On voyait bien la dynamique qu'on retrouvait dans la série et dans le livre. Alors il y a des passages où j'ai trouvé Colline un petit peu plus crispant, moins sympathique qui peut être dans la série. Après, alors faut garder à l'esprit que c'est des livres qui datent un petit peu dans l'écriture, des choses qui manquent un petit peu de modernisme parfois, et que l'intérêt aussi finalement, j'ai trouvé que c'était un personnage qui n'était pas tout blanc. Souvent les héros de romance sont décrits un petit peu comme des paragons de vertu et des gens absolument formidables. Et là en fait, et ben Colin, il est pas sans faille, il est jaloux et il l'assume pas très bien, et il sait pas forcément comment le gérer. Et en fait, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa de avoir aussi des personnages qui sont entiers et qui finalement ont des défauts, et de voir un peu comment ça pouvait marcher dans des relations en fait, tout simplement. Donc ouais, c'est un côté que finalement il m'a un peu crispé au début, mais que j'ai apprécié. J'aime toujours autant le personnage de Pénélope, alors qu'on apprend seulement là dans ce quatrième tome, ce qu'on apprend finalement à la fin de la saison 1 sur ce personnage. Donc j'étais un peu spoilée par la série finalement, mais j'ai trouvé que c'était très sympa de le voir aussi de ce sens-là, de voir que c'est quand même le vilain petit canard de sa famille a beaucoup plus de points qu'on ne peut le voir dans la série, et qu'on ne pouvait le voir même dans les tomes précédents, puisque là, quand Colline la demande en mariage, sa famille ne croit même pas que ça puisse être elle qui soit courtisée, donc c'est quand même un bon coup pour l'ego. Donc voilà, pour tous ces aspects-là, j'ai adoré cette lecture. La romance historique, ça se lit tout seul. Julia Quinn, c'est un style d'écriture en romance historique que j'aime beaucoup. Donc si vous aimez l'ambiance de l'époque victorienne, les saisons, les espèces de cours un petit peu plus ou moins empressés avec quelques petites scènes de sexe saupoudrées, ça, je pense que ça peut vous plaire. Et si vous aimez la série Bridgerton, lisez les livres, ils sont très bien. Après ces deux très bonnes lectures, une lecture plus en demi-teinte, alors à ma plus grande tristesse, j'ai lu Les Saisons de la Tempête de El Cosimano aux éditions de Saxus. Pareil, encore un très bel objet livre. Il y a du vernis sélectif, c'est un hardback. C'est les éditions de Saxus en termes d'objets livres, ils sont toujours très bons.
si parfois le travail éditorial sur certaines parutions plus anciennes est un petit peu limite, voilà. Là c'est un très bel objet livre. Et alors ce qui m'a un peu chagrinée dans ce livre, mais après j'ai fait ce que j'avais pas fait avant, j'ai regardé des avis et je pense que ça se regroupe pas mal, c'est long. Il y a des longueurs, l'univers est très intéressant puisque on suit l'incarnation finalement physique des saisons, donc printemps, été, automne, hiver, qui doivent se battre pour faire passer les saisons. En fait, l'été doit tuer le printemps, l'automne doit tuer l'été, l'hiver doit tuer l'automne, et voilà, la roue tourne un petit peu. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que du coup, il y a 4 incarnations humaines des saisons par localisation, si vous voulez. Parce que le printemps de l'Amérique du Nord n'est pas le même printemps que l'Australie, par exemple. Donc j'ai trouvé que cet aspect-là était très intéressant. Il y a une espèce de petite réécriture de la mythologie grecque où c'est Chronos et Gaïa qui gèrent un petit peu le système. Enfin voilà, il y a plein de choses en termes d'univers que j'ai trouvé très très chouettes, mais j'ai pas réussi à rentrer dedans, j'ai pas réussi à m'impliquer dans les personnages, dans leurs relations. Du coup, le pitch de départ, c'est qu'à la place de tuer les saisons, donc printemps-hiver et automne-été, tombent amoureuses et essayent de se rebeller un petit peu contre le système. Mais en fait, j'ai pas réussi à rentrer dedans, les enjeux m'atteignaient pas. À un moment donné, ils essayent de s'échapper, je savais très bien qu'ils allaient réussir et pour moi, il n'y avait pas d'enjeu. Dans leur relation, j'arrivais pas à me sentir concernée, j'arrivais pas à trouver ça vrai. En fait, les relations, pour moi, elles étaient pas du tout réalistes. On les avait collées ensemble parce que ça fonctionnait bien, mais c'est tout. Et voilà, il n'y avait pas ce truc de me dire, oui, leur relation, c'est un peu Roméo et Juliette, ou voilà, c'est un peu un amour torturé, etc. Pas du tout. En fait, pas à un seul moment, j'y croyais, et j'ai trouvé ça extrêmement dommage, parce que, voilà, le pitch de départ me tentait, je trouvais que c'était vraiment très intéressant, et j'aurais bien aimé voir ce vrai Enemies to Lovers, où ils passent de se détester à s'aimer, en fait, on voit même pas ça, et voilà, ça va trop vite, et à la fois trop lentement, il y a des problèmes de rythme, il y a des espèces de succession d'actions où en fait on n'arrive même pas à comprendre ce qui se passe, il y a des moments où c'est extrêmement confus dans les scènes d'action, j'ai trouvé. Voilà, c'est un livre que j'ai fini parce que j'aime pas arrêter des livres, surtout quand ils sont jolis comme ça et que du coup ils coûtent un petit peu cher, je trouve que c'est quand même dommage. Que vraiment le pitch de l'histoire m'intéressait et j'avais envie d'aller au bout du truc et de voir jusqu'où ils allaient, mais même ça, je trouvais que la fin était trop facile, que voilà. Encore une fois, pour moi, il n'y avait pas d'enjeu, ni dans le grand tout, de ce qu'ils voulaient faire, donc s'enfuir, ni dans les relations avec les personnages. J'étais pas impliquée, j'étais pas dedans. Le style de l'autrice est pas désagréable, mais pareil, me portait pas et je sais pas s'il fonctionnait pas pour moi, mais voilà, il y a quelque chose qui se passait pas. Alors, est-ce que c'était pas le bon moment pour moi de lire ce livre? C'est très possible aussi, hein. Parfois, c'est une lecture, c'est une rencontre au bon moment et avec le bon livre, donc peut-être que c'est ça. J'ai précommandé le deuxième tome chez De Saxius, parce que je l'avais fait avant de lire ce livre, je voulais le lire avant de le recevoir. Bon, j'ai réussi, mais j'avais précommandé avant de le lire, ce que j'aurais peut-être pas forcément fait si je l'avais lu avant, mais ça, c'est ma faute. Donc je lirai le tome 2 parce que je vais le recevoir en hardback et que voilà, j'ai quand même envie de voir si éventuellement ce que je reproche au tome 1 est toujours présent ou pas. Mais si vous avez envie de découvrir l'univers, parce qu'effectivement c'est, je pense, le gros point positif de ce livre, tentez-le. Mais voilà, pour moi, il y a quand même des gros problèmes d'enjeu, des gros problèmes de vraisemblabilité aussi en termes des relations. Les relations avec des ados qui se passent en 30 secondes, c'est plus possible, quoi. Enfin, je pense pas qu'ils tombent amoureux comme ça et voilà, c'est pas crédible, quoi. Voilà, j'ai vraiment des gros soucis avec ça dans le young adulte de plus en plus et là, c'est vraiment le cas. Donc, gros entre-deux sur ce livre. Un univers qui aurait pu être très très chouette, mais malheureusement des problèmes de vraisemblance et d'implication. On verra ce que ça donne pour le tome 2. Ensuite, pour me remettre de cette lecture très moyenne, il me fallait une valeur sûre. Alors j'ai un petit peu hésité, quand c'est comme ça, moi je suis un petit peu refroidie et voilà, il faut que j'arrive vraiment à trouver un truc qui me botte pour continuer. Et je me suis pris une valeur sûre qui finalement est une nouvelle valeur sûre parce que j'avais lu que le tome 1, alors qui avait été un superbe coup de cœur que j'avais adoré, mais que je
voilà, je savais pas ce que ça allait donner pour la suite, mais je me suis lancée et sans regret, puisque j'ai lu du coup le deuxième tome du Clan Bennett, Le Chant du Corbeau de T.J. Klune, publié aux éditions MXM Bookmark. Donc il y a un beau bébé de plus de 500 pages. Le Clan Bennett, c'est de la bitlit, c'est une histoire de clan de loups-garous, une histoire de meute qui vit dans une petite bourgade perdue, et en gros chaque tome sont des tomes compagnons qui racontent l'histoire de... alors, c'est de la romance MM, hein, c'est chez MXM Bookmark, mais dans la catégorie des romances MM, donc homme-homme, et donc chaque tome suit la romance d'un des membres du clan. Le premier tome se consacrait à l'alpha, et là on est sur le sorcier du clan et l'oncle de l'alpha, qui sont du coup plus âgés. Et c'est... alors j'aime beaucoup le style de T.J. Klune dans ses romans, même s'ils sont très particuliers. Il y a beaucoup de phrases courtes sur les sentiments. On suit vraiment les sentiments du personnage dans la parole. On a l'impression que c'est vraiment sa pensée qu'on suit. Donc il y a des espèces de petites ruptures parfois, des phrases qui sont un petit peu particulières. C'est un style qui est un petit peu particulier, mais qui fonctionne très très bien pour moi. Je trouve que on est vraiment dans sa tête, dans l'action. On est extrêmement impliqué pour le coup. Et voilà, ça peut nous... enfin, moi, ça me retourne l'estomac parfois, sentimentalement parlant, on va dire que... voilà, sur les choses qu'ils ressentent, je trouve que c'est extrêmement bien fait. C'est beaucoup moins particulier dans le livre qu'il a pu publier chez De Saxus, La maison au milieu de la mer tyrolienne. On retrouve un petit peu ça, mais c'est plus lissé. C'est un style un petit peu plus classique dans ce roman-là. Donc voilà, c'est... pour vous dire, c'est un style qui, je sais, ne plaît pas à tout le monde, mais en tout cas, il fonctionne extrêmement bien pour moi. Pareil, au niveau des relations avec les personnages, je trouve qu'elles sont, pour le coup, vraisemblables, extrêmement bien construites. Alors, c'est du slow burn, hein, vous attendez pas à ce qu'ils sautent dessus au bout de la 5e page. Le tome 1, le tome 2, c'est du slow burn, on y va tranquille. C'est de la frustration, mais de la bonne frustration, parce qu'on sait, en tout cas, on espère qu'à un moment donné, ils vont se dire ce qu'ils ressentent et se sauter dessus, quand même, à un moment donné, c'est le but du jeu. Non mais voilà, il y a de la frustration tant sentimentale que sexuelle parfois, qui je trouve est extrêmement bien retranscrite, et le pitch autour est très intéressant. Parfois c'est ce qui pêche un petit peu en romance paranormale, en bitlit, etc. Là je trouve que c'est bien intéressant, on a plusieurs grands méchants un petit peu qui se succèdent. En plus sur les timelines, il y a une très très bonne gestion de la chronologie, ce qui pouvait être le cas aussi dans le premier tome, alors qui était beaucoup plus linéaire. Là, il y a des chronologies très anciennes et moins anciennes et présents qui s'entrecroisent, donc on voit un petit peu tout ce qui s'est passé il y a 20 ans, ce qui s'est passé il y a 3 ans, ce qui se passe maintenant, ce que ça a pu changer pour les personnages, pour leurs relations, pour eux-mêmes, etc. Et je trouve que c'est extrêmement bien fichu, surtout que en fait on sait où est-ce qu'on en est dans le présent, puisque c'est là où on s'arrête dans le premier tome. Donc on sait ce qui s'est passé, et le fait de revenir en arrière comme ça remet de la frustration finalement, parce qu'on a envie que ça avance, mais on a envie aussi d'un côté de voir ce qui s'est passé il y a 3 ans, parce qu'il y a des infos qu'on n'a pas. Et il y a ce truc de vouloir avancer. En fait, c'est un livre dont les pages se tournent toutes seules, parce qu'on a envie de savoir, on a envie de voir ce qu'il en est. Donc je trouve que c'est une très très bonne réussite sur la gestion de la frustration, la gestion du timing, la gestion des chronologies. Moi, c'est vraiment le genre de récit qui me porte, que je dévore. Voilà, les personnages, leurs relations, je la trouve extrêmement vraie en fait. Alors il y a des moments où des fois on peut se dire ouais, c'est un peu cucu, surtout quand voilà, il y a l'espèce de résolution de la romance, et il se retrouve, bon, il y a des passages un petit peu cucu, mais en fait avec tout ce qui s'est passé avant, c'est pas dérangeant, parce qu'on est content qu'ils se retrouvent finalement. Donc même si c'est un peu cucu, bah tant pis, ça fonctionne bien. Voilà, c'est une série que je ne peux que vous conseiller si vous aimez la romance paranormale, si ce style, voilà, de récit où il y a du slow burn et où on souffre un petit peu avec les personnages, c'est votre cam. C'est de la romance homosexuelle encore une fois, mais je crois que T.J. Klune fait partie de la communauté, donc en plus c'est un auteur impliqué, donc je trouve que c'est encore mieux. Et voilà, c'est un énorme coup de cœur, comme pouvait l'être le premier tome, et je vous le recommande extrêmement, extrêmement, extrêmement chaudement.
Et le dernier livre de ces dernières lectures, c'est un livre que j'ai fini avant-hier, donc tout récent. C'est le deuxième tome de The Bone Season, donc l'ordre des mimes de Samantha Shannon, également publié aux éditions de Saxus. J'essaie d'écouler un petit peu mes deux Saxus, parce que là, il commence à ressortir des romans et des suites, donc j'essaie d'être un petit peu à jour. Là, il me reste le tome 3 hein, pour être à jour, mais petit à petit, baby steps, comme on dit. Donc j'avais beaucoup aimé le tome 2 que j'avais lu l'année dernière en septembre-octobre, puisque l'autrice était présente aux Imaginales d'octobre, donc je voulais lui prendre le tome 3 et j'avais envie d'avoir lu le tome 1 quand même avant d'acheter le tome 3. Donc ce que j'ai fait, j'ai beaucoup apprécié, donc j'ai pris le tome 3 aux Imaginales, donc il me reste à lire. Mais j'avais pas encore lu le tome 2. Le tome 4 sort cet été, donc pareil, j'aimerais bien être à jour, donc avoir lu le 2 et le 3. Je commence. Alors, l'histoire de The Bone Season, du coup, c'est un univers assez sombre, plus sombre que ce que pouvait faire Samantha Shannon dans Le Prieuré de l'Oranger, que j'ai déjà lu, que j'ai beaucoup apprécié également. Donc celui-là est un petit peu moins gros, mais du coup, c'est une série, donc finalement, voilà. Donc beaucoup plus sombre, on est dans un Londres un petit peu uchronique où il y a eu une espèce de révolution métaphysique, magique, 1859 si je dis pas de bêtises, où en fait il y a eu les clairvoyants qui ont émergé, qui sont une espèce de branche de la société qui ont des pouvoirs un petit peu magiques, surnaturels, de voyance comme ça. Alors il y a plusieurs ordres, dont je vais pas vous faire le listing parce qu'il y en a pas mal, mais qui lisent dans les cartes, lisent dans les mains, etc. Il y a tout un système de magie autour de l'éther. Là, on est dans un monde du coup plus ou moins actuel, on est en 2059, donc un petit peu après nous, entre guillemets, mais du coup ce serait pas nous. Donc dans un monde un petit peu futuriste. L'ambiance qui se dégage de ce livre, pour moi, c'est quand même voilà, une espèce de truc très sombre, très angoissant. Hein. On a vraiment ce côté-là, Samantha Shannon arrive très bien à retranscrire cette ambiance un petit peu glaçante, un petit peu angoissante en tout cas. Dans le premier tome, donc on suit Paige qui est une clairvoyante du coup, qui travaille dans la pègre parce que la seule façon pour les clairvoyantes de survivre dans ce Londres un petit peu totalitaire qui n'accepte pas les clairvoyants, c'est d'être dans la pègre. Et qui, au début du premier tome, se fait amener dans une espèce de camp de concentration où elle découvre qu'en fait, cette histoire de clairvoyants qui sont pas appréciés par la société, ça a des ramifications qui vont bien au-delà de ce qu'on pourrait croire de juste un régime totalitaire. Il y a un aspect fantastique derrière, beaucoup plus prééminent. Donc elle découvre les Réphaïm qui sont des êtres un petit peu... alors, qui pourraient s'apparenter à des vampires psychiques un petit peu, qui voilà, gèrent ce camp de concentration et peut-être d'autres choses. Et c'est un univers qui est extrêmement riche. Samantha Shannon fait des univers, c'était déjà le cas avec Le Prieuré de l'Oranger, mais d'une richesse assez incroyable. Et on en découvre encore davantage dans ce tome 2. Déjà, le tome 1, je trouvais qu'en termes d'imaginaire et d'univers, c'était assez fou. Et là, on va encore au-delà. On développe beaucoup plus ce que peut être Londres dans cet univers. Et en fait, c'est incroyablement passionnant. Paige est un personnage très intéressant à suivre parce que on comprend où elle va et ce qu'elle fait et ce avec quoi elle lutte. C'est pas un personnage qui fonce dedans, qui rentre dans les gens en se disant je suis l'élu, je suis le héros et je vais sauver le monde. Elle essaye, mais il y a des fois où elle a conscience de ses propres limites, de sa propre mortalité, et en soi, ça la rend extrêmement réaliste et extrêmement intéressante à suivre, parce que on se dit qu'à sa place, finalement, on pourrait avoir les mêmes problèmes, les mêmes luttes, et faire à peu près les mêmes choix, finalement. Même si elle a quand même du courage, hein. Il y a des trucs où moi, je ne serais pas allée. Hein. Elle est vraiment extrêmement intéressante à suivre. Alors, il y a une espèce de relation avec un personnage sur lequel voilà, moi j'ai un peu mal à me positionner très honnêtement. Souvent dans les romances sur ces genres de livres, voilà, on accroche ou on n'accroche pas. Là, je suis un petit peu en demi-teinte puisque je comprends l'attrait de ce personnage masculin, mais il y a des choses où voilà, mais l'autrice le retransmet en fait, que cette relation elle est un petit peu particulière, qu'il y a des choses qui sont un petit peu
un petit peu malsaine dans la façon dont ça a été mis en place, elle en parle en fait, c'est décrié. C'est pas comme des relations où des fois il y a des trucs très limites qui se passent et c'est complètement mis sous le tapis et c'est accepté et on n'en a rien à fiche et voilà, ça passe comme ça. Là, pas du tout. L'autrice, elle arrive quand même à dénoncer un petit peu le côté malsain que peut avoir cette relation et je pense que c'est pour ça que du coup on se retrouve un petit peu avec le cul entre deux chaises à se dire il y a des trucs qui se passent que je trouve très sympathiques, il y a des trucs qui se sont passés avec lesquels j'ai beaucoup de mal, je sais pas comment concilier ces deux aspects-là dans cette relation. Et en fait, le Page est dans le même état d'esprit, donc je trouve que c'est vraiment extrêmement bien fait et extrêmement bien d'adresser ces problématiques-là dans ce genre de livre où parfois, malheureusement, ça passe un petit peu, voilà, à l'as, entre guillemets. Donc c'est un livre qui, pour tous ses aspects, est extrêmement bien. Ça se lit très bien, le style de Samantha Shannon, encore une fois, est très agréable à suivre, très prenant. Ces personnages, tous, sont extrêmement entiers et humains, et on comprend même les personnages secondaires que finalement on voit pas beaucoup. On comprend leurs allégeances, on comprend les problématiques auxquelles ils font face, et c'est génial, en fait, c'est extrêmement bien construit, c'est extrêmement immersif. Et voilà, comme je vous disais, l'univers est d'une complexité et d'une ramification absolument folle. On n'en voit finalement que le petit bout par le petit trou de la lorgnette et il en reste, je pense, encore énormément à découvrir. Donc voilà, pour toutes ces raisons, The Bone Season, pour moi, c'est vraiment un incontournable. Samantha Shannon, ça commence à être vraiment une autrice très intéressante en fantasy et je pense que le tome 3 va pas tarder. Alors ça reste une lecture assez dense hein, quand même, je vous dis, avec tous ces éléments d'univers, de personnages, donc je vais pas l'enchaîner tout de suite parce que j'ai besoin, je pense, de le digérer un petit peu, ce livre, voilà, de me poser un peu dessus et de prendre peut-être des lectures un peu plus légères à suivre, mais en tout cas le tome 3 va être lu assez rapidement tout de même, donc je ne peux que vous conseiller pour l'instant les deux premiers que j'ai lus. Et c'est tout pour ces dernières lectures, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu des livres que j'ai présentés ou des suites éventuellement des livres que j'ai présentés, parce qu'il y a pas mal de... Il y a que des sagas d'ailleurs, je viens de me rendre compte. Donc n'hésitez pas voilà, à me dire ce que vous en pensez. Et alors je vais vous tourner juste après là mes dernières lectures graphiques. Dans la première vidéo j'avais lié les deux et en fait je me suis rendu compte que je lisais finalement beaucoup de graphiques et que du coup mon rythme de lecture coïncidait pas forcément entre les deux et que si je vous mettais 10 lectures graphiques et 5 lectures de romans dans une seule vidéo, ça allait être ingérable. Et après pour moi pareil en termes de rythme c'était pas possible, donc je pense que je ferais un rythme un petit peu alterné pour ces deux aspects là. En plus je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas forcément les graphiques, etc. Donc voilà, on va séparer les deux, ce sera plus simple. Donc si vous voulez, on se retrouve pour les lectures graphiques juste après. Et en attendant, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à la prochaine.